Bien, bonsoir, merci. Je suis Karim Edeoud Perrault du cluster privé Alternative Mind. On s'occupe de transformation des organisations, des entreprises. La contribution de ce soir, je l'ai faite avec mes camarades Armel Foucho, qui n'a pas pu être là, Guillaume Malo, qui est à Berkeley, et Guillaume Lemel, qui est au Vietnam. Voilà. Alors, je n'ai pas finalement des choses très sexy, parce que je vais vous parler de concepts qui datent du siècle dernier, et c'est un retour d'expérience d'à peu près 20 ans. Bon, on va voir, quoique. Alors, ce dont on va parler, c'est de la culture d'entreprise et de l'IA. Le sujet commun, c'est l'humain. Et justement, je vous propose de regarder un peu comment est-ce qu'on peut envisager l'humain. On peut envisager l'humain soit comme un vivant rationnel, mais avec une finalité, c'est un tout, un vivant rationnel, c'est ce que vous avez dû entendre quelque part en parlant de l'homme antique Aristote. On peut le voir comme une substance pensante, mais unie à un corps. C'est l'homme classique, c'est Descartes, mais toujours avec une finalité, une essence. Mais on peut voir ça également comme un sujet assujetti à des structures internes inconscientes. C'est l'homme structural, celui de Lévi-Strauss. On peut le voir également comme un animal comme les autres, c'est-à-dire un vivant adapté à son milieu sans finalité. Finalement, voilà. C'est un peu le paradigme du cognitivisme. Qu'est-ce que dit le cognitivisme ? Le postulat, c'est de considérer la cognition, et puis généralement l'esprit, comme des phénomènes naturels. Vos pensées les plus intimes obéissent, je suis désolé, c'est dans ce cadre-là que ça se passe, à des lois strictes. Bon, on peut apprécier ou pas, mais en tout cas, quand j'ai des étudiants auxquels j'enseigne l'IA, il faut commencer par là. Bien, le paradigme général, c'est celui-là. C'est tout simplement que toute pensée traitant des informations, manipulant des représentations, peut être décrite comme un calcul. Qui dit calcul, dit algo, dit machine derrière. Et on va regarder cet élément qu'est l'IA. L'IA, c'est la capacité d'une machine à imiter un humain. On va généraliser un petit peu plus d'un agent à atteindre des objectifs dans un large degré d'environnement. Non, dans un large éventail d'environnement. Voilà ce qu'on pourrait avoir comme figure de l'homme. Bon. Le cognitivisme comme paradigme, ça pose un petit problème, c'est que pour les humains, la frontière avec la machine est un peu floue. La frontière avec l'animal, elle est un peu floue. La frontière avec Dieu, elle est un peu floue. La frontière avec la nature, elle est encore un peu floue. Finalement, les frontières sont un peu floues quant à la singularité de l'humanité. En tout cas, ça pose une vraie question, celle du sens de l'existence. D'accord. Mais si l'on regarde un peu l'IA, on pourrait la prendre comme une technologie générique. Elle est dynamique, c'est-à-dire elle a un développement continu, elle est ubiquitaire, on la voit dans plusieurs secteurs, et en même temps elle est habilitante, c'est-à-dire qu'elle génère elle-même d'autres innovations dans les secteurs où elle se développe. Bon, on va dire que cette technologie générique, elle a la particularité, c'est que l'automatisation des tâches qu'elle affecte, on pensait que ce n'était pas possible il y a jusqu'à quelques temps. Mais alors, si on croyait cette automatisation pas possible, quel est le sens du travail ? Bien. Ce que je vous propose de regarder, c'est tout simplement ici la frontière entre l'IA et la culture d'entreprise. Sachant que les concepts ont leur propre vie en dehors de leur cadre scientifique. Et le vrai problème, c'est que dans le champ du social, ils ont des effets pratiques, mais ça peut devenir des normes, des croyances, des mythes, des philosophies ou des nébuleuses, transhumanistes par exemple. Bien, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Alors je vous propose d'aller regarder, je vais être un petit peu transgressif et je m'en excuse par avance, mais je suis coordinateur de programme
je m'occupe de culture d'entreprise, d'IA, de pratiques managériales, et tout ça en enseignant en même temps. Et un coup dans l'un, un coup dans l'autre. Donc, les pieds sur terre. Je vous propose de prendre comme modèle l'entreprise que vous avez sûrement déjà fréquentée, et on connaît une activité, des rapports sociaux, une vision, une mission, un projet d'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on a d'habitude et pourquoi pas. Seulement, ce qu'on va vous dire, c'est que la culture, c'est l'infrastructure de tout collectif humain qui produit et collabore. Bien. Donc, une infrastructure, et cette culture, elle donne un sens aux rapports sociaux, dans le sens où c'est quand même elle qui donne ce sens-là, qui permet d'exercer les activités de l'entreprise. Alors, les activités de l'entreprise, plus les rapports sociaux, ce sont les échanges qu'on peut avoir en intérieur comme en extérieur de l'entreprise. D'accord ? Bien. Et cette culture d'entreprise, ce qu'elle permet, c'est de générer les éléments de la cohésion sociale. Voilà ce que je pose pour notre cadre, pour notre petit voyage. Alors, c'est quoi la culture d'entreprise ? Parce qu'on en parle beaucoup et puis c'est très théorique. Ce que je vous propose comme définition, c'est l'ensemble des représentations, ça s'appellera peut-être aux gens de l'IA, des représentations, des principes, des valeurs partagées par les femmes et les hommes d'une entreprise et qui organisent leur façon de penser et d'agir sur eux-mêmes et sur leur environnement, en intérieur comme en extérieur. D'accord ? Première disruption pour les managers. Quand on regarde une organisation humaine, eh bien, nous allons la regarder à travers des mythes, des rites et des signes. Et en général, ceux qui sont des managers disent « Bon, ok, celui-là est timbré, on s'en va ». Mais regardons d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Un mythe, c'est simplement une représentation, une explication du monde. C'est une représentation, une explication du monde. Et une culture, ça se transmet à travers des récits, à travers des mythes. Bien, j'ai une explication du monde, et pourquoi pas ? Eh bien, je vais concrétiser à travers des signes ou des symboles cette explication du monde. Finalement, avoir des symboles, c'est concrétiser des signes à travers des objets. C'est concrétiser une représentation du monde à travers des objets. Oui, mais j'ai des rites aussi. C'est quoi les rites ? C'est tout simplement concrétiser notre représentation du monde à travers des sujets, c'est-à-dire à travers des comportements humains. Voilà, ça s'appelle de l'anthropologie. Bien, ces trois éléments-là sont importants. Oui, mais pourquoi mythe, pourquoi rite et pourquoi signe ? Mythes et les signes, rites, sont issus de nos réalités anthropologiques. Dans le sens où nous avons besoin d'appartenir, vous avez besoin de croire, vous avez tous besoin de croire, vous avez besoin de sens, vous avez la capacité à imiter, vous avez surtout la grande capacité à raconter des fictions. J'ai pas dit mytho. Voilà. Mythe, rite et signe. Alors, plutôt que vous faire des grandes théories, je vais vous demander 70 secondes d'attention. Je vous demande simplement de regarder, j'espère qu'elle va démarrer, la vidéo qui va suivre.
Bien, l'histoire, vous n'avez pas pu vous empêcher de vous la raconter, n'est-ce pas? Vous avez eu une petite réalité vécue, et finalement, à travers quelque chose de très concret, hein, c'est des symboles qui bougent, des symboles qui bougent, vous avez peut-être attribué à un rectangle, à un carré, un personnage, vous avez un récit imaginaire, et pourtant, c'est juste que des petits rectangles qui bougent. Et c'est vous-même, et vous n'avez pas pu vous en empêcher. Eh bien, quand on prend des collectifs, parce que, bon, soyons sérieux, on est dans une entreprise, eh bien, les collectifs, ils ont ce qu'on appelle un imaginaire, un réel et un symbolique. Symbolique, c'est prendre un objet et lui donner une signification qui peut être variable. Mais dans tous les cas, quand on a quelqu'un, un collectif ou une personne, les gens ont une réalité qu'ils vivent. C'est un mélange d'imaginaire, de réel et de symbolique. Mais leur réalité n'est peut-être pas la même que la vôtre. L'exemple classique, c'est sur un chantier, 3 ouvriers qui montent un mur. Le premier, qu'est-ce que tu fais? Je monte un mur. Le deuxième, qu'est-ce que tu fais? Je monte une cathédrale. Le troisième, qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale pour faire rayonner Dieu. Le geste technique, concret, est le même, mais vous voyez bien que la réalité vécue n'est pas du tout la même. D'accord? Et c'est avec la réalité vécue que l'on doit travailler. Bien. Alors, j'invente rien. C'est effectivement la capacité des collectifs humains à produire des organisations, d'en légitimer l'ordre et la structure en faisant référence à leur vérité. La culture, c'est une somme de croyances. Et les gens, quand ils sont dans une culture, c'est leur vérité, c'est leur réalité vécue. Bien. Est-ce que c'est avec ça qu'on fait avancer les programmes? Je ne suis pas sûr. Bien, continuons. Alors, comment on fait le lien entre un collectif, une culture d'entreprise qui permet de donner du sens à des rapports sociaux, qui permet de piloter les activités d'une entité, d'une entreprise, d'une organisation, entreprise dans le sens entreprendre. Bien, tout simplement parce que, encore, on en revient au mot, eh bien, cette réalité vécue, elle va s'exprimer à travers des langages et à travers les mots. Je, à travers les mots, vous donne la représentation que j'ai du monde. Et cette représentation que j'ai du monde, eh bien, il va falloir dire ce que je viens faire dans ce monde tel que je me le représente. C'est la vocation d'une entreprise. Voici le monde tel que je me le représente. Quelle est ma raison d'être dans ce monde-là? Et puisque j'ai une raison d'être, il va falloir que j'appartienne à ce monde-là, à cette raison d'être-là, et en même temps que constamment, je veille à ce que je sois en phase avec ma vocation et ma représentation. Eh bien, la représentation, la vocation, l'appartenance, et cette façon de réguler mes perceptions du monde et mes actions, ce sont des fondamentaux culturels. Vous avez dit ça à des managers, ils se sauvent en courant. Tu n'as pas quelque chose d'un peu plus concret? Si. L'appartenance. Commençons par l'appartenance. Vous allez voir que ça peut être très, très concret. On a tous besoin d'appartenir, d'accord? Et pour appartenir, eh bien, tout simplement, on adapte nos comportements pour être dans et avec notre collectif. Comment? Tout simplement en respectant ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas. On appelle ça respecter le système d'obligations et d'interdits de notre collectif. Soyons plus concrets. Nous sommes une entreprise et ça fait 18 ans que je l'entends, nous voulons être agiles. Waouh, super. Oui, mais quand on regarde un petit peu le corps social, on sait dire, nous, le risque dans l'entreprise, c'est interdit. Le désordre, c'est interdit. La prise d'initiative, c'est interdit. La critique, c'est interdit. Par contre, l'obligation de performance, de résultat, de stabilité, de qualité, de productivité, oui. Oui, mais je veux
Ma stratégie, c'est d'être une entreprise agile. Mon corps social, mon collectif dit « mais il est interdit de prendre des risques ». Donc vous voyez que votre stratégie, elle est morte avant d'avoir commencé. Et toute l'idée serait de dire « mais est-ce que je suis capable de connaître le système d'obligations et d'interdits d'un corps social ?» Parce que là, si j'ai la volonté de déployer de l'IA, parce que ça demande de la créativité, ça demande de pouvoir favoriser l'échec, tous ces éléments qui font que l'IA, c'est quand même un mode assez risqué. Est-ce que mon collectif, il a les comportements adéquats? Si je pouvais savoir quel est le système d'obligations et d'interdits de mon collectif, je serais le roi du pétrole, comme on dit. Juste pour vous rappeler, une obligation, c'est une nécessité forte. Je veux de la perf. Un interdit, c'est une impossibilité forte. Pas de prise d'initiative, pas d'échec. Entre les deux, c'est ce qui peut être permis ou facultatif. Alors comment on fait? Tout simplement, plutôt que de venir interviewer chacun d'entre vous en lui disant qu'est-ce qu'on a le droit de faire ici, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ici, qu'est-ce qui est toléré ou permis ou facultatif, on va simplement décrire l'entreprise avec une centaine de mots et on va vous demander de les coter de 1 à 10. Tout ce qui sera mal coté, ça sera un interdit. Tout ce qui sera bien coté, ça sera une obligation. Et voilà ce que ça peut donner de manière très pragmatique. Et ceci, c'est vraiment le système d'obligation interdit d'un grand groupe. Je ne nommerai pas. Voilà. Le corps social de cette entreprise-là avait un interdit un peu particulier. L'humour était interdit. Agir par intuition est interdit. Le risque était interdit. La critique était interdite. Par contre, effectivement, la qualité, la satisfaction client. Et l'idée, c'était de passer de on fait d'électroménager, on va faire de la mode. Donc vous imaginez être un créa en mode avec un système d'obligation d'interdit pareil. D'accord? Voilà, ça c'est un des fondamentaux culturels de l'entreprise, son système d'obligation d'interdit, parce que c'est ce qui permet d'appartenir. Mais appartenir, c'est pas tout à fait aussi simple. Il faut être capable d'être légitime dans le corps social auquel on appartient. C'est-à-dire d'être à la bonne place. Toujours avec les mêmes mots, on vous dit, quelle que soit l'organisation, elle a une idéologie, elle a un système d'ordre et de non-ordre, un système d'ordre et d'altérité, c'est-à-dire ce que nous sommes, c'est l'ordre, et tous les autres, c'est l'altérité. Eh bien, derrière, à partir de cette idéologie au sens large du terme, on a un modèle social. Et dans tout ce modèle, on va avoir toujours 4 fonctions. La fonction souveraine, la fonction guerrière, la fonction productive et la fonction altérité. Alors, pour ceux que ça gêne, l'altérité, pensez le changement en dehors, pensez innovation. Ça ira plus vite. Bien, on a toujours ces fonctions-là dans une organisation. Et ça donne 4 ordres, 4 rôles. Des gens qui régulent, on dit ce qu'il faut, on est un petit peu les clercs conservateurs. On a besoin de guerriers pour aller défendre l'entreprise. On a besoin de producteurs, faut faire. Et on a besoin également de ce qu'on appelle des altérisants, mais pensez à des innovateurs, c'est des gens qui amènent de l'extérieur. Un petit peu de l'extérieur à l'intérieur. Je rappelle que tout système clos est appelé à mourir. Bien. Qu'est-ce que ça donne? Je vous ai donné dans la centaine de mots, je vous ai demandé de vous projeter un petit peu. Voilà ce que ça peut donner de manière tout à fait réelle. Dans cette organisation, nous avons 36% de producteurs, 18% de régulateurs, 22% d'altérisants, 24% de guerriers. Si effectivement demain matin, vous voulez être une entreprise innovante et que le ratio d'altérisants est faible, ça ne marchera pas. D'accord? C'est compris pour tout le monde? Alors, ces 4 rôles-là sont effectivement en balance suivant
comment est l'entreprise. Je ne peux pas vous dire, il faut que ce soit équilibré. C'est équilibré en fonction du contexte de l'entreprise. Bien, j'ai une organisation. Elle a pour objectif, bien sûr, de répondre aux contraintes et de s'adapter aux opportunités. Pour ceux qui font de l'IA, l'agent, il perçoit et il agit. Et toute organisation, on peut la caractériser par sa perception de ses échanges, c'est-à-dire ma perception de mes échanges et comment je vais réguler ma perception et mes actions. Mes échanges, c'est à travers mes actions, et ma perception, c'est la perception que j'ai du monde. Est-ce que ma perception est conforme à mes actions? Est-ce que mes actions sont conformes à ma perception? Eh bien, cette régulation, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Elle peut être empirique, j'avance au petit bonheur la chance, ou alors j'ai vraiment des organes, des structures qui institutionnalisent la culture, j'ai des organes qui décident de la culture, tout ça pour pouvoir dire, entre la perception que j'ai et l'action que j'ai, je suis conforme, je suis aligné. Ce qui nous permet de définir un certain nombre de profils d'entreprise en rajoutant le degré de cohésion sociale. Autrement dit, je perçois, j'agis, je permets la régulation à condition d'avoir une cohésion sociale pour pouvoir exercer cette régulation. Ce qui nous donne, c'est un petit peu compliqué, mais c'est la réalité, un certain nombre de profils d'entreprises en fonction, est-ce qu'elles sont ouvertes ou fermées, et en fonction du type de gouvernance qu'elles ont, c'est-à-dire de type de régulation. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de voir, par exemple, mais pardon pour ce que je vais dire, c'est qu'une start-up, c'est une organisation autarcique, parce qu'en général, elle a un produit, et c'est peu de gens qui partagent les mêmes passions. Mais quand on essaie de grandir un petit peu, pour scaloper, comme on dit, on voudrait être une entrepreneuriale, c'est-à-dire être ouverte, avoir vraiment une régulation, une gouvernance qui soit très sophistiquée. Il va falloir passer de là à là, c'est pas toujours aussi simple. D'accord ? Une entrepreneuriale, elle est ouverte et elle a vraiment un niveau de gouvernance très sophistiqué, institutionnalisé, avec des structures décisionnelles. D'accord ? Et là, c'est un autre des fondamentaux, c'est la capacité à réguler la perception que l'on a avec les échanges. Bien. Voilà ce que ça peut donner juste à travers les mots. Alors, les mots, bien sûr, ce sont des mots, mais bien sûr, c'est corroboré avec des interviews, quelques interviews en face à face. Et on fait une analyse documentaire également. Cette entreprise-là, elle était à 36% entrepreneuriale, parce que les profils les typologies ne sont pas toujours uniques. Elle était à 36% entrepreneuriale, à 47% dispersée, c'est-à-dire qu'il y a un manque de cohésion sociale, et en même temps, à 15% conquérante, c'est-à-dire qu'elle avait la volonté de capter les marchés sans forcément avoir une gouvernance très sophistiquée, c'est-à-dire on avance et on voit. Alors, l'autre fondamental culturel, c'est la vocation. La vocation, c'est la raison d'être. Là, je viens de faire des maths, et puis tout d'un coup, on rebascule sur ce que sont les êtres humains. La vocation, c'est la raison d'être de l'entreprise. Disney, sa vocation, c'est de rendre les gens heureux. HP, c'est contribuer par la technique au progrès, au bien-être de l'humanité. C'est ça, le Nord, l'étoile, c'est ça qui les guide. Maintenant qu'il faille faire des parcs, c'est une façon de faire. Et après, la mission, c'est la façon dont vous allez exécuter votre business. Mais dans tous les cas, la vocation, c'est ce qui donne du sens. C'est ce qui conditionne l'appartenance. Je suis fier de me lever le matin. J'ai envie de me lever le matin pour aller rendre les gens heureux. D'accord ? Elle conditionne l'appartenance et elle doit être bien sûr en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Parce que ça peut être un grand jeu de pipeau, comme on dit. Alors, la vocation, elle doit être déclinée à tous les niveaux, à tous les moments et pour toutes les parties prenantes. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. La réalité, c'est qu'une entreprise doit être centrée sur sa vocation et pouvoir travailler en cohérence avec les autres fondamentaux. Le système d'obligation d'interdit, est-ce qu'il est cohérent avec la vocation ?
Est-ce que la régulation, elle est cohérente avec la vocation? Est-ce que ma représentation du monde est cohérente avec ma vocation? Eh bien, l'autre partie, c'est effectivement la représentation du monde. Et bien, ça se fait à travers des mythes. Hein? Nous tissons des mythes qui nous donnent la capacité à coopérer en nombre et en souplesse. Pour ceux qui ont lu Harari, vous allez connaître. Parce que l'être humain est ainsi fait, c'est qu'il a besoin d'explications. Rassurez-vous. Si l'explication n'est pas cohérente, c'est pas grave, j'en trouverai une. Toujours une explication, quelle que soit l'explication. Un mythe, c'est... comment dire? C'est une explication, non pas par la raison logique, mais par la volonté. Voilà, c'est comme ça, parce qu'il me faut une explication, j'ai horreur du vide. Alors, c'est bien, mais comme j'ai besoin d'un début, on se représente toujours le monde avec aussi un mythe fondateur, parce qu'il y a forcément un début. Je ne suis pas capable en tant qu'humain d'envisager qu'il n'y ait pas un début. Donc, les récits que l'on a dans l'entreprise, notre problématique, c'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout. Les mythes, ça vous donne l'explication du monde, ça vous donne la représentation du monde. Bien. En synthèse, tout simplement, une entreprise, une vision, une mission, une vocation et de l'intelligence artificielle dans un contexte de digitalisation. C'est-à-dire avec les drivers de la digitalisation, c'est-à-dire la vitesse, l'intelligence pour pas cher, le stockage pour pas cher, la puissance de calcul pour pas cher. Bien, j'ai l'intelligence artificielle, quel est le lien? En tant que technologie générique, l'intelligence artificielle va produire des disruptions technologiques, des disruptions économiques, des disruptions dans les usages. Ça permet ça. Effectivement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va transformer un peu les échanges de l'entreprise, son business model, ses process, son organisation, cet ensemble-là, mais je dirais c'est du côté des échanges. Et je crois qu'il ne faudrait pas se tromper selon nous, encore une fois, c'est que ce n'est pas ça le vrai problème. Tant mieux. Ça automatise à outrance, tant mieux, on peut en profiter. Il ne faudrait pas se tromper parce que le vrai problème, il est là. C'est que pour être capable de suivre les évolutions et les disruptions que génère l'IA, on a besoin d'avoir une entreprise dont on peut dire qu'elle, si on pouvait voir ses marqueurs, on devrait dire elle est ouverte, il y a de l'innovation, il y a de l'engagement, mais en interne comme sur le marché, il y a de la bienveillance en interne, l'entreprise a la bienveillance aussi sur son marché, il y a de la transparence en interne et en même temps sur son environnement. Si je veux une entreprise qui soit capable de survivre, il me faudrait ces marqueurs-là. Et vous avez compris que l'ouverture, comment on fait l'ouverture chez nous? Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on interdit? Quand on fait de l'innovation, qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on interdit? Et finalement, comment on met une vocation derrière qui permette ces éléments-là? Et le gros élément, c'est l'engagement. Pourquoi? Eh bien parce que plus de 90% des salariés ne sont pas ou peu engagés dans les entreprises. C'est le dernier sondage Gallup. En France, on a les salariés les moins engagés du monde. Nous sommes les moins engagés du monde. L'IA pose la question du sens. Le sens au travail, le sens de l'existence. Parce qu'il y a déjà une mutation anthropologique, parce que le rapport à soi et au corps a changé, parce que le rapport aux autres et aux choses a changé, parce que le rapport au temps et à l'espace, on comprend bien, a changé, que le rapport aux valeurs a changé, et que le rapport à la transcendance, à la croyance en Dieu ou pas, a changé. Et ça, c'est depuis les années 80. Et l'IA vient accélérer ces éléments-là. Le jeu, il est sur l'engagement. Entreprise, dis-moi qui tu es, je verrai si je m'engage. Et si tu n'es pas capable de décliner ta vocation pour de vrai, à tous les niveaux, à tous les moments, à toutes les parties prenantes, je ne m'engage pas avec toi.
On a besoin d'engagement pour être capable de faire rentrer l'IA dans les entreprises, sinon ça ne marche pas. Quand vous avez un système d'obligations et d'interdits qui dit la prise d'initiative c'est non, le risque c'est non, le droit à l'échec c'est non, j'ai fini, ça va poser problème. Pour changer, une minute, pour changer, on fait comment ? Quand on passe de fondamentaux culturels à d'autres fondamentaux culturels, c'est classique. Vous avez le déni, la résistance, l'expérimentation, la généralisation, et on peut passer des années là-dedans. On peut passer des années en résistance. Ça peut se passer en 3 secondes, comme ça peut se passer en 20 ans. D'accord ? Et ce que nous savons faire, c'est qu'il y a des résistances qui sont de l'ordre de l'imaginaire, des résistances qui sont de l'ordre du symbolique et des résistances qui sont de l'ordre du réel. Du réel, je suis contre parce qu'il faut que je déménage. Ça se négocie, ça se lève. Le symbolique, j'aime pas leur façon de faire, leur rituel, j'aime pas les vendredis, les grands-messes, je suis contre, je n'aime pas ça, je résiste. Et l'imaginaire, I have a dream, c'était mieux que j'ai un plan. Je rappelle que les histoires voyagent mieux que les indicateurs. Voilà, en conclusion, simplement, l'entreprise part et pour des femmes et des hommes qui sont demandeurs de sens, elle sera centrée sur sa vocation. Il n'y a pas d'autres possibilités pour les entreprises si elles ne sont pas centrées sur leur vocation, à condition de la décliner pour de vrai. La cohésion sociale qui, justement, en ce temps de gilets jaunes, exprime le niveau de partage des fondamentaux et des intérêts. C'est ça la cohésion sociale. D'accord ? Elle traduit simplement la capacité d'engagement d'un collectif pour résoudre ces problèmes d'adaptation par rapport aux opportunités et aux risques aussi, aux contraintes, et notamment comme celle induite par l'IA. Voilà, en quelques fractions de secondes, voilà ce qu'on peut dire des fondamentaux culturels d'une entreprise et de l'IA. Tout cela tourne autour du sens. Donc on a rapidement balayé tout ça, mais effectivement c'est extrait d'un framework qui est beaucoup plus important. Bien, si vous avez des questions, je vous remercie. Merci. Question ? J'ai été clair alors. Oui. Comment ça se fait qu'en France, on est si productif alors qu'on est désintéressé à notre vie ? Oui, mais alors, on est productif, mais pas pendant longtemps. Je suis très productif pendant 3 heures, mais les autres, c'est relax. Voilà la réalité aussi. Parce qu'on n'est pas engagé, ça ne nous intéresse pas. Pardon, mais je me mets dans l'eau. Quand on regarde l'impact des technologies de l'information et des systèmes d'information sur le PIB, c'est quand même celui qui est le plus faible de tous les pays de l'OCDE, alors qu'on a parmi les meilleurs informaticiens. Les informaticiens de France sont parmi les meilleurs du monde. Et l'impact sur le PIB est faible. Pourquoi ? Pardon, mais je me mets dans l'eau, c'est qu'on a les plus mauvais managers de l'OCDE. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Sciences Po. Et ça fait des années qu'elle est là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci, bonjour. Bonsoir. Merci pour votre présentation, elle était assez intense. Oui, désolé. Du coup, quand vous parlez de l'intelligence artificielle, moi je vois beaucoup les technologies de l'information en général, puisqu'il y a plein d'outils qui ne sont pas de l'intelligence artificielle qui ont provoqué cette forme de résistance ou des choses comme ça. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle a quand même un potentiel d'automatisation très important, et notamment dans les profils que vous donniez tout à l'heure, elle va automatiser un peu plus spécifiquement certains profils. Tout à fait. Contrôle, etc. Oui. etc. Du coup, dans la culture de l'entreprise, tout ça, ça va changer un petit peu en termes de dynamique. Tout à fait. Et comment les entreprises elles peuvent faire face en fait à ces transformations culturelles qui sont induites par la technologie. De toute façon, faire face, il faudra qu'elle fasse avec. Mais le vrai travail, c'est d'expliquer ce que c'est que l'IA. Quand tout à l'heure je disais les concepts en dehors de leur cadre scientifique, qui deviennent des choses absolument
terrible, c'est pas une blague. On voit arriver des gens qui ont une idée de l'IA, mais enfin, voilà, quoi, c'est Terminator, ça va nous bouffer notre travail. J'ai lu que le robot, maintenant, il pouvait faire des diagnostics juste en lui parlant, mais on arrive à des choses complètement loufoques. Mais encore une fois, les gens ont besoin d'explications. Et si on leur explique mal, eh ben, l'explication, on se la trouver tout seul, et ce sera ça leur réalité. Et c'est ça le plus gros enjeu, c'est de bien expliquer ce que c'est, et de comprendre que va falloir l'intégrer, intégrer le fait que c'est une technologie qui va automatiser beaucoup de choses, mais finalement, pourquoi pas la technique aux machines et les relations humaines aux humains? Ça pourrait être ça la réponse. Il va y avoir des vagues d'automatisation, ça, c'est pour ça que je dis que c'est une technologie générique. De toute façon, c'est parti pour être ça. Il faut le prendre tel quel. C'est comme ça. Maintenant, il faut dire, puisque c'est comme ça, quel est le système d'obligation d'interdit d'une entreprise en tenant compte de ça. Maintenant, si c'est pour dire cachons-nous les yeux et puis on verra bien ce qui se passe, ça ne marchera pas. Il va y avoir de la résistance de partout. Mais encore une fois, on est dans un monde concurrentiel. Qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas? On laisse? Il y a des opportunités, il y a des contraintes. Il faudra, encore une fois, balancer entre les deux. Mais dans tous les cas, si ça consiste à évacuer le réel, ça donnera n'importe quoi. Ça donnera des nébuleuses où on vous raconte strictement n'importe quoi. J'ai eu des réunions avec des groupes. Fallait voir ce que c'était que l'intelligence artificielle. Mais c'était dur comme fer. Ça va nous prendre notre boulot. On avait l'impression d'une super intelligence qui pouvait tout faire. Mais les gens vont au travail avec ça. Et quand on n'est pas engagé dans son travail, quand on vous rajoute une couche d'IA fantasmée, on travaille encore moins. On s'engage encore moins. On n'a pas besoin de ça. Il est de notre responsabilité d'expliquer. Et on ne se rend pas compte. Parce que peut-être qu'on est tous dans ce domaine-là, et il y a des choses qui sont évidentes, mais tout le monde n'est pas au jus de ce que c'est. Il y a un véritable effort, et on est responsable de cet effort-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais dans tous les cas, c'était un peu transgressif, c'est pour pouvoir générer un petit peu d'échange après. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez changer, est-ce que ça va être